Cette conquête de l'Algérie a été une véritable guerre, longue et meurtrière. Une conquête qui commence en juin 1830, lorsque la flotte française bombarde Alger à la demande du roi Charles X. Le roi veut redonner de l'éclat à son règne. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. Une politique de la terre brûlée pour tenter de venir à bout de la résistance féroce organisée par l'émir Abdelkader, qui a rassemblé plusieurs tribus algériennes. Cette conquête de l'Algérie en 1830. De l'Algérie, on sait beaucoup de choses finalement à la guerre d'Algérie, mais on parle très peu de cette conquête qui a été sans doute l'acte fondateur de la colonisation. Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Alger, matin du 5 juillet 1962. Après 7 ans de guerre, enfin la paix. Nous célébrons le 5 juillet, fête de l'indépendance après 132 ans de colonisation. L'histoire retient des dates phares du processus, depuis la colonisation jusqu'à la proclamation de l'indépendance, en passant par la date du 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le 14 juin 1830, débarquement des forces françaises sur la côte de Sidi Fradj. Le 5 juillet de la même année, signature de l'accord de soumission par le Dey d'Alger. Alger avait déjà résisté aux offensives anglaises et françaises de 1678, 1680, 1682 et 1688. De 1710 à 1830, elle était sous l'autorité du Dey. 18 se sont succédés, le dernier étant le Dey Hussein. Entre 1832 et 1847, la révolte de l'émir Abdelkader, qui fait reconnaître son autorité sur le centre et l'ouest de l'Algérie, ce qui constitue la naissance de l'État algérien. Entre 1830 et 1840, la lutte politique de Hamdan Ben Hatem Khoja et la résistance de Ahmed Bey à l'est algérien. 1834, date du traité des Michel conclu entre la France et l'émir Abdelkader. 1837, traité de la Tafna conclu entre le général Bugeaud et l'émir Abdelkader. 1846, révolte de Ben Nasser Ben Chahra au centre et au sud-est du pays. Entre 1845 et 1850, la révolte de l'oasis de Zaacha menée par Cheikh Bouzienne. Entre 1851 et 1860, la révolte de Cherif Boubarla et Fatma Soumer au Durdura et en Kabylie. Entre 1864 et 1884, la révolte de Ouled Sidi Chir.
Entre 1871 et 1872, la révolte de Hajj Mohamed El-Mokrani Boumzrag. Entre 1877 et 1912, la révolte des Touaregs du Hogar avec Cheikh Hamoud Ben Mokhtar. En 1912, la création de la fondation du mouvement de la jeunesse algérienne dirigée par l'émir Khaled et l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. En 1926, la création de l'étoile nord-africaine par El Hadj Ahmed Messali en France. En 1927, la naissance de l'association des étudiants musulmans nord-africains en France. En 1931, la création de l'association des ulama musulmans par Cheikh Abdelhamid Ben Badis. En 1937, naissance du Parti du peuple algérien par El Hadj Ahmed Messali à Alger. En 1943, date qui marque le manifeste du peuple algérien, présenté aux alliés de Farhat Abbas qui réclament l'égalité entre les communautés musulmanes et européennes. Le 8 mai 1945, massacre de Sétif, Guelma et Kharrata, près de 45 000 morts. En 1946, Farhat Abbas crée l'Union démocrate du manifeste algérien et El Hadj Ahmed Messali crée le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. En 1947, El Hadj Ahmed Messali crée l'organisation spéciale. Le 1er novembre 1954, le déclenchement de la révolution algérienne. Le 20 août 1956, congrès de la Soumam et instauration du CNRA et du CCE. En 1957, la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour de l'ONU. Le 19 septembre 1958, création du gouvernement provisoire de la République algérienne GPRA, présidé par Farhat Abbas. En 1961, Ben Youssef Ben Khadda préside le GPRA. Le 18 mars 1962, signature des accords d'Évian. Le 19 mars 1962, proclamation du cessez-le-feu. Avril 1962, mise en place de l'exécutif provisoire à Rocher-Noir, à Boumerdès. Le 1er juillet 1962, référendum sur l'autodétermination 99,7% en faveur de l'indépendance. Le 5 juillet 1962, proclamation de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie, le coup de cœur du philosophe sénégalais Souleymane Béchir Diagne,
professeur de philosophie et de français à l'Université Columbia à New York. Il est spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. 1830, une date sur laquelle il revient. Il sera suivi par Elgas El Hadj Souleymane Gassama, journaliste, auteur, chercheur sénégalais et producteur de radio, connu pour ses chroniques et ses essais sur la période postcoloniale. Il anime notamment l'émission Afrique Mémoire d'un continent. 1830. Alors, qu'est-ce que c'est que la date de 1830? Parce qu'on n'a pas l'habitude de l'inscrire tellement. J'étais en train de lire un magnifique ouvrage de Karima Berger, consacré justement à l'émir Abdelkader al-Jazairi, comme on l'appelle, comme il s'appelle, et qui s'appelle l'Arabe des Lumières, où elle raconte à la fois la résistance qu'il a représentée, la résistance à la conquête, à cette conquête coloniale, et ensuite, livre qu'elle a consacré également à ce personnage qui était un personnage absolument extraordinaire, chevaleresque dans son comportement et également un très grand mystique et un très grand auteur. Et alors, cette date marque véritablement le moment de la colonisation du continent africain. En général, nous avons dans notre chronologie la date de Berlin où on se partage l'Afrique. Mais cela a commencé en 1830 et le philosophe Hegel a salué cette date-là précisément comme une date qui symbolise ce qu'il va advenir de l'aventure européenne qu'il a exaltée dans sa philosophie. Il a parlé de l'exceptionnalisme de l'Europe, du fait que l'Europe représente l'universel qui va être apporté au reste du monde. Et au moment où il fait ses cours, où il parle de cela, il y a 1830, un an avant sa propre mort, qui se produit et il salue l'événement comme étant justement l'avènement de cet esprit dont il a parlé, de cet esprit de l'Europe. Conquérir, soumettre, exploiter, dominer. On a ici 4 mots qui disent la colonisation. On est donc le 14 juin 1830, la campagne d'Algérie, sous la bénédiction de Charles X, roi de France, début d'une présence par la violence, et la violence brutale, terrible, 400 000 morts. Ce sera la marque de cette présence avec, par exemple, un personnage célèbre dans cette horreur, le maréchal Bugeaud, les enfumades, les décapitations, un symbole d'une conquête coloniale dont les répercussions seront terribles, de toute cette violence coloniale dont l'apogée sera la guerre d'Algérie. Plus d'un siècle de colonisation, des acteurs dont les noms ne réjouissent pas l'histoire. Le philosophe Souleymane Béchir Diagne. Il y a cet homme, Bugeaud, qui s'avère d'une cruauté absolument extraordinaire. L'enfumade, l'idée d'enfumer des personnes humaines qui se sont retrouvées dans des caves, dans des cavernes, qu'on a bloquées et qu'on a enfumées, c'est l'horreur absolue. Il s'était livré à des exactions et à des horreurs de cette nature. Et donc, quand on parle de la colonisation comme d'un crime contre l'humain, on voit bien ce que cela signifie. Alors, quand des révisionnistes vous disent que c'était un partage de sa culture, eh bien, voilà. On voit bien d'ailleurs que ceux qui vont commencer la lutte de libération de l'Algérie vont faire explicitement référence à la résistance. Ils vont se présenter comme ceux qui continuent ou ceux qui renouvellent l'esprit de résistance qui avait été incarné par Abdelkader. Et donc la Toussaint 1954 est véritablement une sorte de reprise de ce qui s'est passé en 1830. Et dans la continuité de cette date-là, il y a la lutte de libération menée par le FLN. Une guerre de libération terrible qui a été une guerre sale également, à propos de laquelle on a parlé de torture. L'horreur qui avait été celle de la conquête coloniale est devenue maintenant l'horreur de la prétendue pacification durant cette guerre de libération. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك
الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تنجينا من أجلك من أجلك يا وطني يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامة المجد مرابعنا والله الحافظ يحمينا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامات المجد مرابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك من أجلك يا وطني L'espoir d'une jeunesse africaine, elle est d'origine nigérian-béninoise, directrice de la maison d'édition Tcholédia, suivie du chroniqueur, le docteur Maurice Simo-Diom. Ils évoqueront la contribution d'Alger aux luttes de libération sur le continent. Permettez-moi de partager un mot personnel. Mes parents, lorsqu'ils étaient étudiants, de jeunes étudiants africains à Poitiers, mes grands-parents leur ont demandé de célébrer leur mariage religieux à la Grande Mosquée de Paris. Je suis née de cette histoire et pour cela, c'est une émotion particulière. C'est celle des racines, de la transmission et des ponts que nos familles ont toujours su construire. Je prends la parole au nom de Tcholédia, dont je suis la fondatrice, une maison d'édition, de production de films et d'animation, dont la mission est de créer des récits qui rassemblent et qui donnent la voix à ceux que l'histoire a trop souvent oubliés. Et notre vocation à Tcholédia a toujours été d'éclairer, mais de jamais diviser. Je suis africaine. L'Algérie est une terre africaine, ancrée dans notre continent, dans nos combats et dans nos solidarités. Il faut surtout le rappeler, l'Algérie a été un des grands chantres du panafricanisme. Au cœur des décolonisations, elle a ouvert ses portes aux mouvements de libération comme l'ANC, Nelson Mandela, le MPLA en Angola, les Black Panthers, Malcolm X et Frantz Fanon. Le FLN, 3 lettres, qui a longtemps fait trembler la France. Mais c'est important de le dire que c'était pas seulement un mouvement nationaliste. Le FLN s'est levé contre toute forme de domination coloniale. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un discours, c'est de l'histoire. Et c'est aussi une histoire intime, faire dialoguer la mémoire et la spiritualité. Un geste pour dire la vérité sans haine.
transmettre sans blesser et apaiser sans effacer. Rappelez le rôle qu'a joué l'Algérie dans les luttes de libération sur le continent africain. Ce rôle était tellement important et galvanisant que l'Algérie avait reçu de nombreux éloges dans la littérature idéaliste des révolutionnaires africains. Tout cela du fait du soutien apporté au mouvement anti-impérialiste et anticolonialiste au Cameroun, en Angola, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert. Persécutés par le colonisateur ou les régimes soumis aux colonisateurs, les combattants nationalistes de plusieurs pays se réfugièrent en Algérie, cité Amilcar Cabral. Mahatem Moumié insistait sur le cas du Mozambique. L'Algérie a formé sur son sol les 250 premiers combattants qui ont participé au déclenchement de la lutte de libération dans ce pays sous domination portugaise. Au-delà du soutien militaire, logistique et financier, le Mozambique a également reçu de l'Algérie un soutien diplomatique et politique, tel que le reconnaît l'ancien président mozambicain, Joaquim Chissano. Les Africains sont très reconnaissants et fiers de ces héros algériens qui ont montré à l'Afrique la voie à suivre pour se libérer du colonialisme et de l'apartheid. Dans le cas de l'Afrique du Sud, Alger a boosté financièrement, diplomatiquement et militairement la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. En 1990, le premier pays visité par Nelson Mandela à sa sortie de prison, c'est l'Algérie. Il déclare: c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Le gouvernement et le peuple algérien nous ont apporté un soutien immense, un soutien financier, un soutien militaire et un soutien moral. Algeria is my country. L'engagement de l'Algérie à l'échelle du continent s'inscrivait dans un contexte de fraternité, de souffrance coloniale. Les peuples opprimés par la colonisation avaient la même aspiration, la liberté. Dans un tel contexte, être arabe ou subsaharien, musulman ou chrétien ne comptait pas aux yeux des dirigeants africains. De Ferhat Abbas à Ouari Boumediene, les partisans de l'unité africaine tels que Julius Nyerere ou Kwame Nkrumah, l'Algérie a réussi sa guerre de libération. Or, peu de pays africains ont engagé une guerre de libération. Jusqu'en 1975, quand l'Algérie contribue aux luttes de libération en Afrique, c'est dans l'espoir de voir le miroir qui renvoie la fierté qu'elle tire de la façon digne dont elle a mis fin à 132 ans de colonisation française. Ouari Boumediene a tenu à inviter tous les pays africains et toute la diaspora africaine au Festival panafricain d'Alger en 1969. Cela montre à quel point la doctrine panafricaine ouverte de l'Algérie était contrariée par une certaine vision rétrécie et provinciale de l'Afrique qui était l'apanage de certaines élites du subsaharien. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie joue un rôle de premier plan dans plusieurs médiations réussies entre le Burkina Faso et le Mali. L'Algérie a joué un rôle plus important dans la libération des peuples du sud du Sahara dans les années 60-70. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans les multiples diasporas. Il faut que les peuples africains se parlent avec franchise. Nous venons d'horizons divers. Nous avons traversé des épisodes historiques distincts. Nous avons été marqués par des influences différentes, ce qui devrait constituer une source de richesse. Nous avons en commun d'avoir vécu des oppressions intenses. Aujourd'hui, tirant enseignement de nos victoires passées, mais conscients des défis actuels et à venir, nous devons trouver des facteurs de cohésion, ce qui nous rassemble, ce qui nous permettra d'avancer ensemble. Parole de jeune avec Svelivel Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, doublé par nos confrères de Canal Algérie. La place particulière que l'Algérie a toujours eue dans le cœur de mon grand-père.
Il est venu ici en 1962 pour recevoir sa formation militaire et l'Algérie nous a soutenus dans notre lutte pour l'indépendance et pour la liberté dont nous jouissons maintenant et continue à nous soutenir à travers le nouveau système politique. Nous avons encore beaucoup à faire, sachant que la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental, est encore colonisée par un État membre et que nous devons donc intensifier nos efforts pour parvenir à son indépendance. Je pense que nous pouvons l'appeler l'unité du continent africain parce que c'est ce qui a poussé mon grand-père à se rendre en Algérie en 1962 pour allier le soutien de notre lutte pour l'indépendance. Mais c'était à cette époque qu'il a visité non seulement l'Algérie mais 16 autres pays traversant tout le continent pour s'assurer qu'il y avait des camarades et des frères susceptibles de prendre notre parti. And brothers that we can be able to align with. And it was in Algeria. Je pense qu'Amilcar Cabral avait raison quand il a dit en Algérie que tous les musulmans vont à la Mecque, tous les chrétiens vont à Rome, mais tous les combattants du continent africain viennent en Algérie et cela démontre l'importance de sa venue en Algérie, où il a rencontré de nombreux dirigeants à l'époque qui n'ont jamais pensé qu'il deviendrait président. Qui sont sortis de cette lutte inspirée par la révolution de libération algérienne afin qu'ils puissent mener une lutte efficace dans leurs pays respectifs et renverser les campagnes de répression. La particularité de l'Algérie, que la raison pour laquelle, dès sa libération, le premier voyage de mon grand-père s'est fait en Algérie pour venir to come and cement that relationship, to come and ensure that our journey is not yet over. We need to continue to be the voice of the voiceless. Consolider cette relation et à être le porte-voix de ceux qui n'ont pas de voix et se battre pour les autres nations opprimées du monde. Always be about the importance of African unity. Can we be able to collaborate at regional level, at continental level, and at global level? South Africa and Algeria. L'Afrique du Sud et l'Algérie ont fait. Nous le faisons dans le Parlement panafricain, au sein de l'Union africaine et aux Nations unies sur des sujets d'intérêt. Et je pense ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de nous rapprocher les uns des autres et de renforcer ces programmes. Ensure that we come closer to one another is to intensify those programs. In 2018, I embarked on that journey because it was my grandfather. En 2018, j'ai visité l'Algérie pour les 100 ans de mon grand-père. Je voulais vraiment comprendre ce que mon grand-père voulait dire quand il disait que l'Algérie avait fait de moi un homme. Je me souviens de nombreuses conversations que j'ai eues avec lui au sujet de ses multiples visites en Algérie. Même lors de sa première visite après sa libération, c'était en Algérie. Et sa descente d'avion, il avait été accueilli par le président de la République et voulait immédiatement entrer en contact avec les personnes qu'il avait accompagnées lors de son séjour en Algérie en 1962. Il demandait où est Jamal, où est Judy. Le président était surpris car il ne s'attendait pas à ce que Madiba se souvienne d'eux. Malheureusement, le général Jamal était décédé depuis plusieurs années, mais Judy était toujours en vie. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2018. Of meeting him in 2018, and I think those and that generation have been an inspiration. Je pense que cette génération a été une source d'inspiration, pas seulement pour mon grand-père, mais pour beaucoup de Sud-Africains. Le rôle joué par la présidence algérienne, vous vous souvenez du discours prononcé par le président Wally Boumediene à l'époque aux Nations Unies, dans lequel il dénonçait le régime d'apartheid et lançait une campagne pour en faire un crime contre l'humanité. Et ce sont des souvenirs que nous chérissons toujours et auxquels nous accorderons une grande importance étant donné le rôle joué par l'Algérie, non seulement pour nous en tant que Sud-Africains, mais pour le continent africain dans son ensemble.
Nous espérons également voir les Africains coopérer les uns avec les autres et voir l'incarnation de l'unité africaine. Et ce sera un héritage sur lequel nous pourrons nous appuyer. Et c'est à notre tour, en tant que jeunes à travers le continent africain, de nous élever au niveau requis et de nous assurer de devenir des militants et une voix pour les sans-voix. Nous devons nous débarrasser des pandémies et des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que continent unique. Continuer d'être l'étincelle qui illumine le continent africain. Nous sommes nombreux à avoir une haute opinion de l'Algérie, car vous avez été un exemple à suivre. Vous avez sacrifié 1,5 million de martyrs pour obtenir votre liberté. Vous ne vous êtes pas arrêté là seulement, mais vous continuez à apporter votre soutien aux pays les plus pauvres du continent africain dans leur lutte pour leur liberté. Et je pense que c'est le genre de leadership dont nous avons besoin en Afrique. Such leadership that we require throughout the continent. And one of the case in point yesterday. C'est ce que nous voulons pour notre continent, c'est-à-dire construire l'unité entre tous les pays africains et de nous voir comme un seul continent qui parle d'une seule voix. We see each other as one continent and speaking with one voice. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne revient sur la citation « Je suis, donc nous sommes » prononcée par Madiba à sa sortie de prison. Ses propos seront suivis par El Hadj Souleymane Gassama, journaliste, auteur, chercheur sénégalais et producteur de radio. Le mot Ubuntu. Cette traduction de ce mot, c'est d'abord un mot sud-africain, mais un mot bantou en général, parce que ce mot Ubuntu a des versions différentes dans toutes les langues bantoues, et il faut se souvenir que les langues bantoues, ce n'est pas seulement l'Afrique du Sud, ça remonte jusqu'en Afrique centrale. Eh bien, ce n'est qu'un mot au départ, mais il va en faire un concept politique. Il va en faire un concept éthique également, et il va faire en sorte que ce pays qui avait été un pays de la violence la plus atroce, puisque la violence de la déshumanisation d'une majorité de la population au nom de l'apartheid, au nom de cette idée folle que les cultures humaines doivent être protégées les unes des autres, donc être des insularités, eh bien il va fracasser cette vision du monde au nom d'une autre vision du monde portée par ce concept d'Ubuntu, une vision où il s'agit d'être humains ensemble et de viser un même horizon d'universalité et d'humanité. 27 années donc de prison et un regard plein de grâce au bras de sa femme, l'ancien pensionnaire de Robben Island, symbole de la lutte contre l'apartheid, sort de prison. Ce n'est pas seulement un homme qui sort de prison, mais un mythe vivant, celui du pardon, de la nation arc-en-ciel, dominant toutes les blessures. Et dans ces années 90, 30 ans après les indépendances, l'histoire du continent connaît une nouvelle date. Et beaucoup de grands esprits s'en nourriront pour leur destin personnel, leur formation. Voilà un homme qui avait toutes les raisons du monde d'être dans la radicalité, d'être dans un esprit de revanche. On lui avait volé, au fond, toute sa jeunesse, toutes ses années d'homme. 27 ans, ça n'est pas rien. Il avait tout connu. Il avait connu l'humiliation. Et pourtant, déjà en prison, alors ça c'est une histoire magnifique également, l'histoire de sa relation à son geôlier. Ce moment d'humanité qu'ils ont partagé, cette amitié qui s'est nouée entre un geôlier et lui, alors que le geôlier était en position de l'humilier tout le temps. Et cet homme apprend auprès de lui le respect humain, qui va faire qu'ils vont avoir une amitié, laquelle va se projeter ensuite dans la vision politique qui va être la sienne. Il va comprendre que la seule manière de sortir de l'apartheid, c'est de rompre avec la logique tribale. Et donc, la seule manière de rompre avec la logique tribale, c'est de quitter les tribus pour sauter à pieds joints dans l'humanité. Et c'est cela qu'il va faire. Il va regarder l'autre, ses anciens adversaires, ses anciens ennemis, celui qui lui voulait du mal, il va les regarder avec bienveillance, les inviter à construire avec lui la nation sud-africaine dans la bienveillance, le pardon et la réconciliation, avec toutes les difficultés que cela représente. On le voit encore aujourd'hui dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, qu'il y a encore plus d'Ubuntu à conduire et à mener et à inventer et à construire dans ce pays-là. Eh bien,
c'est une leçon qu'il donne au reste de l'humanité. Je suis de ceux qui disent d'ailleurs que d'une certaine façon, symboliquement, le 21e siècle n'a pas commencé en l'an 2000, mais en l'an 1990. L'Afrique pénètre le monde des idées, un long chemin afin d'imposer sa présence. Le philosophe Souleymane Béchir Diagne. Sur la grande scène de l'histoire. Voilà tout le sens de cette expression qui a été choisie pour la revue qui est devenue également maison d'édition, la présence de l'Afrique dans le monde de la culture, dans le monde des idées. Et ça, c'était véritablement tout le sens de cette date de 1956 et de ce premier congrès des artistes et écrivains qui s'est tenu à la Sorbonne au mois de septembre. Pour l'histoire, Elgas El Hadj Souleymane Gassama poursuit. Et ils sont tous là, hein. James Baldwin, Aimé Césaire, Joséphine Baker, Boubou Hama, Jean-Paul Sartre, et c'est une grande messe. Et dans l'antre de présence africaine et sous la bénédiction donc de notre ami Alioune Diop, la conférence de Bandung a déjà jeté les bases de l'émancipation des anciens colonisés. La prise de conscience est actée donc à Paris, artistes et écrivains de retour. Et d'ailleurs une rencontre qui sera amenée à se renouveler 3 ans après, par exemple à Rome. La notion de l'universel. Une date importante pour l'Afrique, le congrès du 19 septembre 1956, qui nous ramène à évoquer de grands noms de l'histoire africaine du XXe siècle. Je citerai Alioune Diop, universitaire sénégalais, professeur et fondateur des éditions et de la revue Présence africaine. Il est à la fois l'un des plus incontestés et l'un des plus discrets dans l'histoire du mouvement émancipateur des peuples noirs qui a radicalement traversé le siècle. Alioune Diop a suscité de façon permanente l'expression et le dialogue. Sans chercher à aplanir les différences, le philosophe Souleymane Béchir Diagne évoque l'épisode marquant de 1959, date du sursaut de la pensée africaine. Il sera suivi d'El Hadj Souleymane Gassama. 1956, c'est un an après 1955. Alors je dis c'est la palissade parce que 1955 c'est Bandung. C'est l'insurrection, ce que j'ai appelé ailleurs l'insurrection du pluriel du monde. Les cultures du monde colonisé entrent en insurrection, se réunissent à Bandung et proclament qu'il n'y a aucune justification, quelle qu'elle puisse être, à la colonisation. Et donc, c'est déjà une affirmation politique des peuples colonisés et le fracas des décolonisations commence véritablement à ce moment-là. Et 1956 va représenter en quelque sorte un écho culturel de ce qui se sera passé un an auparavant sur le plan politique à Bandung. C'est aussi cette année 1956, l'année où, avec fracas, Aimé Césaire démissionne du Parti communiste français. Et donc, il s'agit de l'affirmation de soi. Il s'agit de dire, pour reprendre une expression d'Aimé Césaire, que l'heure de nous-mêmes a sonné. Les discours sur le colonialisme, justement, et ces accents incandescents vont être un moment aussi important de cette lutte intellectuelle. Le deuxième congrès aura lieu 3 ans après, au printemps, à Rome. Alors, la rupture majeure, ça a été d'obliger à remettre en chantier la notion d'universel. Et là, je cite Alioune Diop, qui a mis la conférence qui a suivi en 1959 sous le signe de l'énoncé suivant: il faut maintenant remettre en chantier l'universel, mais quand tous les peuples seront présents à l'œuvre commune d'édification de l'humanité. Et c'est important de le rappeler à l'époque où nous vivons, parce que nous avons une sorte de tentation séparatiste, une tentation identitariste qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, ce qui était dit, c'est que l'émancipation se ferait au nom de l'universel, d'un nouvel universel qui n'est plus l'universel de surplomb imposé par l'Europe au reste du monde, mais un universel auquel tous participent. Tous les peuples seront présents à l'œuvre d'édification de l'humanité, dit Alioune Diop. Voilà la rupture.
Le premier acte, par exemple, de la revue, le premier numéro, Alioune Diop l'écrit noir sur blanc, Niamougoura, sur cette ouverture au vent du monde. Et puis d'ailleurs, on le voit, le premier congrès des artistes écrivains va admettre en son sein aussi d'autres penseurs qui ne sont pas nécessairement africains. Et donc, il y a l'idée justement d'une certaine forme de collégialité et une idée d'universel déjà. Nous parlons d'artistes engagés dans ce mouvement de libération de la pensée africaine. Un exemple. Absolument, non seulement d'autres auteurs, mais des artistes qui sont dans le coup, et en particulier Picasso. Picasso qui fait l'affiche de 1956. Et j'en parle et j'y insiste parce qu'on est en train aujourd'hui aussi de faire parfois un mauvais procès à Picasso, en disant voilà, Picasso qui découvre l'art nègre, qui s'en inspire, c'est de l'appropriation culturelle. Mais on a perdu toute idée de cause commune. Voilà quelqu'un qui s'engage avec conviction dans la lutte pour l'émancipation des peuples colonisés, de même que Sartre. Et aujourd'hui, nous avons parfois une atmosphère de fureur décoloniale où on voit de l'appropriation culturelle partout. Et c'était important de rappeler que Picasso a fait cause commune avec ces intellectuels parce qu'il y trouvait son propre compte. C'était sa propre cause et cette cause était une cause humaine et une cause universelle. Redire l'humanisme et redire l'universel me semble très important et tout cela se projette, me semble-t-il, sur cette date de 1956. Ubuntu, symbole de sagesse. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne éprouve un sentiment de nostalgie pour une époque qui pressentait les prémices d'une union soudée des nations africaines. Il y a beaucoup de nostalgie parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse aisément reproduire l'atmosphère de cette époque. Une atmosphère de confiance dans des lendemains qui, quelles que soient les difficultés de l'époque, étaient des lendemains qui devaient chanter. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette atmosphère où nous aurions le sentiment que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il faut que nous sachions retrouver ce souffle, un souffle qui était important précisément parce que ceux qui ont participé à cette rencontre avaient le sentiment d'aller dans une direction qui était celle de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes déboussolés quand il s'agit d'assigner une direction quelconque à l'histoire. Et pourtant, il faut que nous sachions retrouver un esprit comme celui-là. C'était Trésor d'Afrique, une édition spéciale dédiée à l'Algérie, capitale africaine, pour la célébration du 5 juillet, date qui marque l'indépendance du pays. Restez à l'écoute des programmes d'Ifriqiya FM, car c'est notre voix africaine. استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هالكون الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نبدا بسم الله نور القلوب لساس إيماننا صلاة الهدي شفيعنا سيد ابن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا تنصر جيش سحرين على العداء ورفض الرحمن اللي استشهدوا مرحوم واللي عاش يبقى في الأمان ولله ما بقى
عاش استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هلكوا هالشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان رحموا عالشهداء المسبلين لأجل وطننا اكرمهم يا ربي بالقصور في جنة رضوان وضع الرحمة في القلوب يتربى ولادنا والمسلم معلوم بالعفو جاء بالقرآن يا مواطن اجتهد وتقدم بعلوم الزمان جزائر عربية بيض وخضر العروف علامنا في نجمة وهلال منوار بدوه الشجعان دستورها نازغية والإسلام نور اعتقادنا احفظها يا ربي وصونها من كتاب